Mesdames, Messieurs, bonjour, très heureux de vous retrouver le mardi, comme d'habitude, après quelques semaines de vacances, très heureux de vous retrouver à partir des studios de la station régionale de Constantine pour le Bonjour d'Algérie de l'Est du pays, pour ce mardi 1er octobre, journée mondiale de l'alimentation. On va essayer de revenir d'abord sur l'agriculture qui est à l'honneur à Constantine, puisqu'elle est au centre et comme thématique principale d'une rencontre, la 5e du genre, à l'université de Constantine avec monsieur Haroun Mohamed qui est expert agricole. Ensuite, on parlera d'une rentrée scolaire bien spécifique pour les personnes handicapées à Sétif, dans la wilaya de Sétif, et madame Gouah Samia, la directrice de l'action sociale de la wilaya de Sétif, viendra nous en parler. On terminera en culture avec le salon national du livre de Constantine qui a clôturé ses débats et ses écrits. Samedi passé, on reviendra sur une vente dédicace bien spéciale de Kiltoum de Fous qui viendra nous reparler de cet événement et surtout de ce livre qu'elle a dédicacé lors de cet événement. Alors, sans transition, nous allons directement engager notre débat dans le premier thème de ce Bonjour d'Algérie qui est l'agriculture. D'abord, M. Haroun Mohamed Marhababik, merci d'être là. Vous nous faites le plaisir et l'honneur de venir pour parler d'abord de cette campagne labour-semail qui commence normalement aujourd'hui. C'est le lancement d'une manière officielle. Absolument. Donc, cette année, Inch'Allah, c'est des bons présages. Donc, donc il y a eu des pluies. Voilà, donc, on a eu quand même des précipitations qui vont nous aider à travailler le sol. Même la disponibilité des semences, des engrais cette année, Inch'Allah, nous sommes bien servis. Même le système de guichet unique Kerfik, il a déjà commencé, les gens sont en train de s'inscrire. Donc, il y a un programme pour les cultures. Donc, il y a un programme pour la wilaya de Constantine et aussi pour les autres wilayas. Comme vous le connaissez... Alors d'abord, la question qui s'impose, parce que cette année, on a eu des conditions, on va dire, climatiques favorables. Oui, c'est vrai qu'on a souffert de la sécheresse, on a eu beaucoup Absolument. Cette année, non. Il y a eu beaucoup de pluie, même un peu trop dans certains endroits. Oui. Mais c'est de bon augure pour l'agriculture et Absolument. Bon, de bonnes précipitations, oui, mais pas une bonne répartition. Parce que dans la céréaliculture ou les grandes cultures, donc il y a des phases où on a besoin de précipitations. Donc il y a 2 ou 3 phases, mais quand même, alhamdoulilah, c'est-à-dire on a eu on n'est plus dans cette terre aride où il n'y a pas d'eau, donc on alhamdoulilah. Voilà, donc ça c'est le premier point, ça c'est de bon augure. Secondo, cette année il y a eu un programme spécial, puisque au centre du colloque que vous organisez, conjointement, il y a plusieurs partenaires dans l'université. Alors pourquoi avoir choisi l'université? Pourquoi? Pour essayer de développer ce que vous appelez les semences et pour la campagne labour semail. Voilà. On peut dire une chose, l'agriculture sans la science, on peut pas avancer. Donc pourquoi l'université, pourquoi les instituts? Parce que déjà, il y a un travail qui se fait, qui a été fait déjà en avant, concernant l'amélioration des semences, l'amélioration des systèmes agricoles, l'adaptation de la mécanisation, le renouvellement de la mécanisation. Donc aussi l'adaptation au changement climatique, parce que maintenant nous avons un événement cyclique qui est le changement climatique. Donc, on est obligé de s'adapter. Comment s'adapter? Donc, c'est des variétés de semences qui seront tolérantes à la sécheresse et aussi à d'autres accidents climatiques. C'est le matériel agricole, à l'exemple du semis direct ou le semis simplifié. Donc, le comportement du sol, donc la microflore du sol, donc en bactéries, en champignons, et tout ça, c'est l'université. Déjà, nous, notre association Sirta Club Semences,
nous avons signé un partenariat avec le Centre de recherche en biotechnologie, le CRBT. Donc ça, c'est déjà un bon point parce Oui, qu'il absolument. vous aide à développer toutes Absolument. vos recherches. Ça, c'est bien. Il y a la science et l'expérience du terrain. Absolument, Voilà. absolument. Il y a aussi déjà des thèmes qui ont été pris en charge, donc en céréales, en légumineuses fourragères et alimentaires. Tout ce qui est maladie, parce que déjà nous avons eu des cycles de maladies qui commencent à voir le jour chez nous, comme la fusariose, comme les maladies des racines, donc le pétailchaudage. On a eu aussi l'année passée une attaque de pucerons, un puceron un petit peu spécial. Et donc là, le rôle de l'université est très important. Aussi, les instituts jouent le rôle. Nous avons fait beaucoup de propositions concernant les instituts pour qu'ils puissent avoir la possibilité et le financement pour accompagner les agriculteurs dans ce sens. Très bien. Donc ça veut dire que à Constantine, on est en train de mêler mêler la science à l'expérience du terrain, comme je le disais tout à l'heure. Mais ce qui est important, c'est que toutes ces recherches, vous parlez de trucs enfin, de choses qui ne sont pas très abordables pour le simple des citoyens. Bon, c'est vrai que les maladies, on comprend, mais aussi transformation. Parce que vous transformez, il y a une transformation Absolument, absolument. de tout ce qui est semence pour avoir des graines et de la semence qui s'adaptent au climat. Comment vous faites tout ça? Ça, c'est le métier, c'est les secrets du métier. Mais dans l'agriculture, il y a le input et le output. Donc, c'est ce qu'on appelle l'itinéraire technique. Donc, il y a un itinéraire technique à respecter. Bon, comme vous le savez, Constantine est une wilaya pilote, surtout en céréales. Donc, avant, nous fournissons la semence pour 17 wilayas. Donc, le plus grand tissu de multiplicateur de semences, c'est à Constantine. C'est à Constantine. Voilà. Et donc, l'itinéraire technique, maintenant, il évolue. Donc, maintenant, on doit s'adapter toujours. Ça, je dois le rappeler à chaque fois. On doit s'adapter au changement climatique. Ça, c'est important. Ça, c'est important. C'est le facteur premier parce que c'est votre premier partenaire et votre premier ennemi aussi. Absolument. Donc, déjà, maintenant, il faut que les agriculteurs commencent à faire une chose très importante, c'est les analyses du sol, pour ne pas utiliser les engrais à tort et à travers. Deuxièmement, c'est le travail du sol. Nous, avant, nos ancêtres, ils faisaient du dry farming, c'est-à-dire le miel et blarbi en angolo. Donc c'est la jachère. Plus compréhensible. Donc maintenant, la science a prouvé que cette jachère, elle bousille le sol. Donc D'accord. Absolument, parce que le sol, il devient squelettique. On n'a plus de matière organique. C'est bien beau de mettre des engrais, mais si on n'a pas la matière organique, on ne peut pas avoir une efficacité. C'est vrai que la science a tellement évolué que maintenant, grâce à l'entomologie, vous avez aussi des insectes qui tuent absolument. qui remplacent les pesticides. Ça, c'est important aussi. C'est très important. Donc, il y a aussi la mécanisation, donc l'utilisation du semoir. Donc, déjà, ici, l'État doit faire beaucoup d'efforts pour s'adapter avec une mécanisation à la page. Ça, c'est important de le dire, puisque la mécanisation, mais aussi, bon. Alors, on va juste faire un petit tour à l'université de Constantine en images, parce que nous étions là-bas le dimanche matin, et il y avait quand même du beau monde, et surtout certains secteurs qu'on ne connaît pas, comme les laboratoires, comme les silos de grains, tout ça. Allez, petit tour à l'université de Constantine qui a abrité ses 5e rencontres sur la céréaculture et bien sûr l'objectif est l'autosuffisance en matière de céréales et surtout de légumineuses.
الاصناف اللي تزخر بها الجزائر، وكذلك المداخلات راح تكون هي مداخلات تقنيه اللي راح تعطينا نظره على الطريقه الصائبه للوصول للاهداف. اذا جميع الحاضرين هنا راح يكونوا مداخلات فيما يخص مثلا التقلبات المناخيه، وكذلك شح الامطار، كيف التعامل مع هذه المشاكل. كذلك العتاد الفلاحي اللي جهزنا، يعني عدد فلاحي، واعطينا تعليمات حتى التعاونات الفلاحيه لانه يكون العتاد يراجعوه ويحضروه للخوض في هذه الحمله. الهدف المنشود اللي هو تحقيق الاكتفاء الذاتي في القمح الصلب لهذا العام، وكذلك في الورقة الطريق فيه ثاني رفع من مساحة المسقية، لأن اليوم العوامل المناخية وكذلك التقلبات المناخية تجبرنا على إيجاد ميكانيزمات جديدة، كذلك إيجاد حلول وتجديد فيما يخص الطريقة المعمول بها في حملات الحرث والبذر. رانا كل عام نشاركوا لتطوير الشعبة هذه الشتوية، وهذا من أجل باه نديروا الاكتفاء الذاتي بالنسبة للإنتاج. وحنا كفلاحين رانا يعني خاصة فلاحين ولاية قسنطينة رانا يعني قاعدين نمشيو مع التطور ومع العصرنة تاع الفلاحة، ورانا قاعدين نطبقوا في المسار التقني. وحنا يعني الحمد لله يعني العام هذا راه درنا نتائج لا بأس بها بفضل يعني القرار اللي اتخذه الرئيس باه عطانا يعني البذور والأسمدة يعني مجانا، وهذه ساعدت الفلاحين تاع ولاية قسنطينة، والحمد لله داروا نتائج لا بأس بها. الموسم الفلاحي تاع الحرث والبذر تاع الموسم هذا، والحمد لله ثم عملوا مدى كانت كمية مليحة، ثم كان منتوج مليح، جودة لاباس بها، والحمد لله يعني احنا قادرين نوفروا الفلاحين الكمية اللازمة اللي تكفي ان شاء الله للموسم هذا، بيكون موسم مليح ان شاء الله، ويجيب الثمار تاعو ان شاء الله. الجودة والكمية ان شاء الله موجودة عندنا في السي سي ال. كل عام راهي في تحسن، يعني فاتوا علينا عوام صح كانت جفاف شويه، عانينا في هذيك الوقت هذاك لان صارت ندره في البذور، ولكن الحمد لله من عام السنه يعني ولات رجعت كميه معتبره، والمخبر نتاعنا راهو يخدم كل يوم باش يوفر الكميه الكافيه لكل المزارعين، والحمد لله يعني التعاونيات راهم يخدموا معنا وراهي الخدمه ماشيه، يعني الحمد لله يعني الكميه متوفره. C'est vrai qu'il faut souligner qu'il y avait beaucoup de monde. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui sont intéressés par ce genre d'événement. Ce qui est bien aussi, c'est ce qu'il faut dire. On va relever deux choses. L'autosuffisance en matière de blé, ça c'est important. L'État qui met de gros moyens, déjà en donnant et les engrais et la semence gratuitement, absolument. Ça c'est un effort considérable. Considérable, absolument. Voilà, absolument. il faut le relever, absolument. Je ne sais pas vous en tant qu'agriculteur. Oui, oui, surtout parce on a passé une année très difficile. Donc, pas l'année donc 2022-2023. Donc, il y a eu une sécheresse et aussi beaucoup d'accidents cycliques. Donc, les rendements, ils étaient très, très bas. C'est la première fois que Constantine tombe aussi bas, il faut le dire. Oui, absolument. Alhamdulillah, il y a eu l'intervention de l'État. Et ils ont donné de la semence, des engrais gratuitement. Même les gens, ils étaient encouragés à travailler. Ah oui, ça motive, bien sûr. Oui, bien sûr. Et en plus de ça, il y a eu une aide de l'État de 20 000 dinars par hectare qui a été octroyée pour les agriculteurs. Et en plus de ça, c'est le crédit ELFIG antécédent, il a été échelonné. Donc ça a beaucoup aidé les agriculteurs. Donc c'est un nouveau souffle. Voilà. C'est pour faire redémarrer la machine, là c'est important. En tout cas, l'État, il était là. Et il était là, toujours là pour justement pour aider Concernant les journées Hadou, le plus important, c'est-à-dire il y a eu des ateliers. Donc il y a eu une plénière, mais surtout il y a eu des ateliers. Donc il y a une complémentarité, la composante des ateliers. Donc il y a eu les chercheurs, les universitaires, les agriculteurs, aussi les gens des chambres d'agriculture, parce qu'il y a eu beaucoup de chambres d'agriculture qui ont participé. Et c'est ça qui est très important. C'est faire connaître ce qu'il y a de nouveau.
Voilà, ça Et, c'est et- très important. et moi, j'ai senti personnellement une certaine solidarité entre les différentes parties de ce secteur Absolument. qui est l'agriculture. Absolument. Une entraide, il n'y avait pas de concurrence, et tout le monde qui s'entraide. Exactement, C'est important exactement. pour la réussite de la campagne Absolument. et de la nouvelle saison agricole. Absolument. Et aussi, quelque chose de nouveau, on a commencé à parler des cartes variétales. Bien sûr, il faut une C'est quoi évaluation. exactement? Cartes variétales, donc c'est des variétés qui existent ici en Algérie. Maintenant, il faudrait savoir quelles sont les variétés qui peuvent être adaptées au changement climatique, quelles sont les variétés qui seront adaptées dans le sud, quelles sont les variétés qui ont des sensibilités ou des tolérances aux maladies. Et ça, c'est très important. Moi, je sais qu'à Constantine, on a certaines variétés de légumineuses qui sont particulières à Constantine. Absolument. Créées, on va dire, dans Absolument, les... les lentilles ou les pois chiches. Oui, l'ITGC de Constantine a fait un travail depuis longtemps, une hein, trentaine, quarantaine d'années. Donc nous avions la meilleure station ITGC d'Algérie. Donc il y a eu même les essais participatifs. Donc ils essaient toujours d'associer les agriculteurs. Et ça, c'est les multiplicateurs. Ça, c'est important. Alors, tout cela, et on pense même, puisque maintenant ce qui est la nouveauté dans notre époque, c'est l'intelligence artificielle. Et ça, je sais que ça sera un peu le thème de la rencontre que vous allez organiser la semaine prochaine à Annaba. Oui, et absolument. c'est comment intégrer l'intelligence artificielle dans l'agriculture. Là, vous allez nous donner quelques explications. Bien sûr, bien sûr. D'ailleurs, le salon d'Annaba, donc c'est un salon très intéressant. Moi, j'ai participé. En plus, il est international. International, j'ai participé l'année passée. Et cette année aussi, on va participer. Il va y avoir beaucoup de monde, surtout tout ce qui est scientifique. Il va y avoir des rencontres, donc des communications. Et surtout, sur ce que vous avez dit tout à l'heure, le smart farming. Donc, l'intelligence artificielle. Donc, il va y avoir, je pense, 2 ou 3 boîtes des startups. Start-up, il y aura en tout 25 start-up Absolument. qui vont absolument. participer à cette rencontre Absolument. qui durera 3 jours à Absolument. Annaba. Déjà, j'ai parlé de 2 ou 3 parce que je sais qu'ils sont déjà sur terrain. Ils ont commencé à faire des cartographies, ils ont commencé à faire des prélèvements. Ça, c'est très important. Là, on va rentrer dans ce qu'on appelle une agriculture moderne. Mais oui, robotisé. Robotisée, voilà. Donc, on va avoir des données, un flux de données très important concernant les semis, concernant les traitements phytosanitaires, concernant la pédologie. Donc là, on va associer beaucoup de paramètres pour avoir une méthode, je vais simplifier, je ne vais pas trop rentrer dans les détails. Essayer de faire comprendre aux Voilà. téléspectateurs comment se Exactement. déroule. Parce qu'on a du mal, vous savez, on a du mal à un peu assimiler l'intelligence artificielle, bien que ça soit maintenant on va dire une technologie qui est au service de tous les secteurs. Absolument, Mais comment absolument. l'utiliser dans l'agriculture, là, c'est ce qu'on veut essayer de comprendre. Exactement. Bon, on peut peut-être déduire que dans le système d'arrosage, ça peut extrêmement Absolument. aider. Et c'est Absolument. important, puisque Absolument. l'eau est la matière première, on va dire, de la terre. Absolument. Dans le système d'arrosage, donc ce qu'on appelle le pilotage de l'irrigation, dans la fertilisation, dans le traitement phytosanitaire, donc dans une parcelle. Maintenant, on peut installer un système GPS dans le tracteur qui va nous donner les endroits exacts à traiter. Donc on ne sera pas obligé, par exemple, j'ai 100 hectares, mais dans les 100 hectares, j'ai peut-être 30, 40 hectares qui sont vraiment touchés vont être touchés par des maladies. Donc maintenant, l'intelligence artificielle va me donner la possibilité de rationaliser mon utilisation des pesticides et des engrais. Et aussi par drone aussi. Donc même concernant les stades végétatifs, donc il y a un drone qui peut nous donner des informations pour les manques, par exemple du phosphore, de la potasse, de l'azote, l'émergence de maladies. Donc tout ça, c'est très important. Bah oui, c'est surtout pour détecter Absolument. les maladies, Absolument. les menaces, que ce soit les Absolument, mauvaises. absolument. Ça peut aller jusqu'au même aux mauvaises herbes, les détecter. Exactement, des mauvaises herbes, parce que même maintenant, nous avons des applications sur smartphone. Donc on prend en photo la mauvaise herbe et nous avons toute une panoplie d'explications et de traitements. D'ailleurs, dans ce sens, je tiens à vous dire une chose. Donc au mois de novembre, nous allons accueillir
Donc c'est la CIPA, donc notre fédération, je suis président de fédération. Président de la il fallait le rappeler, président de la fédération. Fédération des grandes cultures et des cultures industrielles. Donc la CIPA va accueillir 4 experts de renommée internationale, c'est des Hollandais. On va faire une tournée dans le sud pour faire un constat et établir un cahier de charge concernant l'agriculture durable et performante dans le sud. Alors un cahier de charge, c'est bon, on sait ce que c'est, mais c'est l'objectif, c'est quoi? C'est déterminer ce qu'on peut cultiver dans cette zone, c'est ça? Qu'est-ce qu'on peut faire? Comment augmenter les rendements? Parce que il suffit pas d'avoir de l'eau et du soleil. Et donc il y a une méthodologie. Les deux éléments principaux, c'est ça. C'est nous avons le sol qui est fertile et nous avons le soleil et pour notre bonheur, en Algérie, nous avons de l'eau. Au début, dans le Sahara, c'est très peu, dans le désert, il y a très peu d'endroits dans le monde où il y a de l'eau, mais nous avons de l'eau. Et là, c'est très important de l'utiliser. Oui, et justement, parce que l'Algérie passe d'une agriculture oasienne ancestrale à une agriculture intensive. Donc là, il faudrait établir moi, je parle d'un cahier de charge. Comment bien utiliser l'eau? Comment rationaliser, enfin pas rationaliser, optimiser l'utilisation de l'eau et l'utilisation des engrais. Parce qu'au sud, nous avons un sol qui est, disons, squelettique, donc c'est du sable, un petit peu de limon, et nous avons des paramètres la température, on peut avoir jusqu'à 55 degrés, nous avons des vents chauds, nous avons du sirocco, donc là, il faudrait s'adapter à ces éléments. Parce que là, on va parler maintenant, comment on peut aller à des rendements de 70 et 80 quintaux à l'hectare? Et c'est possible? Oui, c'est possible. C'est possible. Comme ce fut le cas à Constantine, où il y avait un certain moment, on pouvait aller jusqu'à 60 hectares, enfin 60 quintaux. On a eu des agriculteurs au sein de notre association qui ont eu plus de 60. Je peux vous citer 2 ou 3. C'est des multiplicateurs d'ailleurs. Et ils utilisent des méthodes propres à eux. Voilà. C'est bien, ce serait bien qu'ils donnent aussi aux autres Oui, absolument. On fait à chaque fois, on fait des réunions de certains clubs et on essaie d'inviter des agriculteurs pour faire passer un petit peu l'information. Alors, à Annaba, qu'est-ce que vous allez faire pendant 3 jours exactement? Donc vous allez parler de l'utilisation de l'intelligence artificielle dans l'agriculture, mais aussi... Aussi, nous allons parler de l'agriculture de convention, concernant les oléagineux. Donc le tournesol, le colza, aussi la betterave sucrière. Nous allons parler aussi des variétés. Et il va y avoir des communications concernant aussi l'utilisation de la biofertilisation. Donc il y aura aussi des B2B, bien sûr. Il va y avoir 7 pays africains. Il va y avoir... C'est vrai que l'Algérie se tourne un peu vers son continent, qui est l'Afrique, pour pour essayer d'échanger, de donner. Et je pense que cela se passe, graduellement, mais cela se passe bien. Absolument. Nous allons accueillir la Mauritanie comme pays à l'honneur. Il va y avoir 7 pays africains. Il y a 25 chambres de wilaya qui vont participer. Ça va être une plateforme d'échange extraordinaire. Alors, ce genre de rencontre, qu'est-ce que ça peut apporter à vous en tant que CIRTA Club ou en tant qu'association d'agriculteurs? Oui, déjà, nous allons créer des contacts avec d'autres agriculteurs à chaque fois. On crée des contacts. Ça nous apporte un petit peu ce qu'il y a de nouveau dans ce qu'on appelle les intrants, donc la fertilisation. Est-ce qu'il y a des nouveaux produits concernant la lutte chimique? Aussi, il y a une société qui va participer pour la première fois, qui a un cumul très important dans le smart farming et dans l'utilisation des micro-organismes, ce qu'on appelle la mycorhisation. Ça, c'est une méthode qui commence à prendre de l'élan un peu partout dans le monde. Donc, c'est l'utilisation de bactéries, de champignons pour favoriser le développement des racines. Et dans les légumineuses, le développement des nodosités racinaires. Voilà, ça c'est très très important. Déjà cette année, nous allons faire une première expérience chez moi dans ma ferme. Une première expérience pour essayer. Oui, j'espère que ça va donner des émules parce que ce que vous faites, ce qui est très intéressant, c'est aussi ces multiplicateurs, cette multiplication de semences chez vous. C'est important parce que... Très important. Parce que là, on parle de pyramide de production de semences. Et là,
il y a l'organisme, il y a l'ITGC, bon, il y a des organismes privés maintenant, il y a le CNCC, il y a le réseau des multiplicateurs. Donc que ce soit des multiplicateurs base ou pré-base. Donc des générations, donc, comme on dit G3, G4, R1 et d'autres générations. Et donc cette pyramide, elle doit être préservée. Maintenant, il faut affiner un petit peu cette pyramide. Parce que nous avons constaté que l'année dernière, lorsqu'il y a eu la sécheresse, nous avons reçu des semences d'autres wilayas. Mais malheureusement, ces semences, il y avait des mélanges dedans. Eh oui. Donc ça prouve que le multiplicateur n'a pas fait son travail. Et là, il faudrait affiner cette technique. Rectifier. Voilà, et surtout rectifier, améliorer voilà, absolument. Et choisir les bons professionnels, les bons multiplicateurs. Surtout que cette année, l'État a encouragé l'augmentation de la surface cultivable. Absolument, oui. Moi, je dirais augmenter, mais je bascule beaucoup plus vers l'augmentation de la rentabilité, dans la productivité plutôt. Donc, je préfère suivre un système de rotation assolement pour préserver la terre et aller vers une augmentation de la matière organique. Et par conséquent, nous allons augmenter la productivité. Moi, il faut juste expliquer, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire la même culture 2 années successivement. Absolument, il faut alterner pour une meilleure rentabilité. Absolument, parce que nous allons rentrer dans ce qu'on appelle la monoculture, donc blé sur blé. Donc il faut diversifier. Déjà, il y a beaucoup d'intérêts. Il y a un intérêt agronomique, donc un intérêt économique aussi. Nous allons éliminer certains facteurs qui diminuent la production, donc surtout les maladies des pieds, des céréales. Aussi les mauvaises herbes, nous allons diminuer l'intensité des mauvaises herbes. Et en plus, dans l'assolement, nous allons avoir des produits stratégiques. Donc les légumineuses sont stratégiques, les céréales sont stratégiques, oui, les fourrages sont stratégiques, les oléagineux sont stratégiques et ça va nous permettre d'enrichir notre sol. Ça, ce qui est important aussi de dire, c'est l'aide de l'État à cette culture. Et moi, je me pose une question. Est-ce que notre climat et notre sol nous permettra, et toutes ces poussées technologiques, nous permettra un de ces jours de faire 2 récoltes par année? Est-ce possible? Au nord, non. Mais au sud, oui. On est en train de le faire. Bon. Au sud, il y a des agriculteurs qui font maïs grain, enfin plutôt maïs en silage, et après ils font des céréales. Et on a qui font du maïs grain et oléagineux, donc tournesol. Donc il y a une possibilité de faire 2 cultures par an. Parce que c'est 2 récoltes, c'est quand même 2 fois plus. Et là, nous allons directement vers l'intérêt de bien sûr, de la sécurité sanitaire. Et c'est pour ça que la CIPA un petit peu intervient dans ce sens en ramenant des experts internationaux, justement pour aller vers une efficacité. Très bien, alors on arrive à la fin de ce débat. J'espère qu'on aura été un peu explicatif pour nos amis téléspectateurs. Comment on peut terminer, surtout que la saison s'annonce bonne. Donc c'est une bonne saison, la campagne commence. Et quel mot vous pouvez dire à tous nos amis qui nous écoutent et surtout les agriculteurs? Wallahi, je leur souhaite beaucoup de courage. Il ne faut pas baisser les bras. Nous avons un pays, moi je ne parle pas de sécurité alimentaire, mais plutôt de souveraineté alimentaire. Souveraineté, voilà. Souveraineté. Et donc, nous sommes, nous avons un challenge devant nous. Donc il faut qu'on relève un petit peu le défi. Il faut que les agriculteurs font leur possible pour réussir la campagne. On est tout le temps à l'écoute des agriculteurs, que ce soit les adhérents, l'ANA Constantine ou là au niveau de la fédération. Inch'Allah, ce que l'on tient à souligner et surtout à faire part à nos amis téléspectateurs, c'est qu'il y a une grande solidarité dans ce secteur, notamment les agriculteurs s'entraident et surtout échangent leur expérience. Et ça, c'est très important pour le développement de la culture céréalière, notamment dans la wilaya de Constantine et à l'est du pays. Monsieur Haroun Mohamed, merci. Vous êtes expert agricole, mais aussi président de l'association, du CIRTA Club. Vous faites beaucoup de... agriculteurs surtout. Agriculteurs surtout, oui, on oublie. Allez, merci d'avoir répondu à mes questions et puis on vous souhaite bon courage, bonne saison
On se retrouve, Inch'Allah, au mois de juin pour faire le bilan. Inch'Allah. C'est ça, le juin, c'est... Oui, à partir de la mi-juin, on commence les moissons. Inch'Allah, le ça- mois de juin, on fera le bilan de la récolte de la ça. saison agricole qui commence. Voilà. On va juste transiter, puisque nous allons à Sétif. Impossible de passer à Sétif sans une chanson sétifienne. Je vous offre Ammar de Bekekchi El Khir, juste le temps d'accueillir Madame la directrice de l'action sociale. Chanson, et puis surtout, ça nous permet de voir El Fouara de Sétif. La transition est toute faite. Marhaba bik, Madame Gouah Samia, vous êtes la directrice de l'action sociale de la wilaya de Sétif. Marhaba bik. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est Avec très un grand gentil. plaisir. Le plaisir est pour nous. Alors, l'action sociale, c'est toujours, on va dire, un secteur qui est en alerte, mais surtout, la rentrée scolaire, la rentrée sociale, il y a beaucoup d'actions que vous organisez, que vous faites dans la wilaya de Sétif et surtout à l'intention des démunis. Alors, quel est le programme que vous avez établi cette année? Nous, on vous a suivi, mais on suivra le reportage tout à l'heure pour une rentrée scolaire des personnes aux besoins spécifiques. Mais d'abord, un petit mot sur le secteur de l'action sociale à Sétif. Bien sûr, le secteur de l'action sociale est un secteur qui est à cheval pendant toute l'année, parce que c'est un secteur qui est concerné par toutes les activités et toutes les actions du fait qu'il soit lié à la population. Donc, toutes les étapes que nous vivons en tant que citoyens au courant de l'année, le secteur de la solidarité y est, y compris et la rentrée scolaire jusqu'à toutes les actions de solidarité, Ramadan, rentrée scolaire, saison estivale. Finalement, il n'y a pas de repos. Hein. Et il n'y a pas de repos en fait. Finalement, oui. On s'occupe de l'individu. Donc, nous suivons la vie quotidienne du citoyen algérien. Alors, l'action sociale, c'est quoi exactement? Bon, c'est l'aide, mais aide pour qui et comment? Alors, l'action sociale, c'est toute la politique de l'État envers les différentes couches de la société, dont les personnes en situation de handicap, dont la femme est différente en tenant compte des différentes situations des femmes, l'enfance, les personnes ayant des maladies chroniques, les enfants scolarisés aussi en situation sociale difficile, toute la famille, à partir de la personne âgée, à la femme, au chef de famille, à l'enfant. Et donc l'État met en place une politique très avancée en termes de moyens humains et matériels pour pouvoir répondre aux attentes de la population. Alors à Sétif, bien sûr, comme dans toutes les wilayas, il y a une rentrée scolaire qui est spécifique parce que tout le monde ne va pas à l'école de la même façon. Effectivement. Alors on vous a suivi, notre bureau de Sétif, nos amis journalistes de Sétif vous ont suivi dans l'accompagnement que vous avez fait pour les non-voyants et puis dans l'école des sourds et muets, toutes les personnes handicapées. Oui, effectivement, donc nous avons les enfants en situation d'handicap mental. Nous avons les autistes. Alors, l'handicap mental léger, lourd, moyen. Nous avons l'autisme aussi léger, lourd, moyen. Nous avons les enfants ayant une surdité, donc il y a tout un établissement pour la prise en charge de cette catégorie. L'établissement pour les non-voyants, les trisomiques. Donc, toute cette catégorie est concernée par la rentrée scolaire. Il faut tenir compte aussi que nous avons d'autres établissements, dont les foyers pour enfants assistés, les CSR et les CSP, eux aussi sont concernés par la rentrée scolaire parce qu'ils ont des enfants qui sont scolarisés. Même cette population est concernée par la rentrée ou au niveau des établissements scolaires relevant du secteur de l'éducation ou les établissements spécialisés relevant du secteur de la solidarité ou de la formation professionnelle quand ils ont des conditions pour, à partir de l'âge de 18 ans. Donc il y a d'abord la préformation au niveau de nos établissements et à la rentrée, donc nous avons toujours un nombre assez important quand même qui a accès à la formation professionnelle. Et vous avez plusieurs établissements qui sont mobilisés justement pour cette frange de la société spécifique. Ah, effectivement, donc la wilaya de Sétif
compte 4 établissements spécialisés pour handicapés mentaux. Donc quand on dit handicapés mentaux, donc il y a le trisomique, il y a l'autiste et le mental. Nous avons 2 établissements spécialisés, donc l'établissement pour enfants sourds et l'établissement pour non-voyants, en plus de l'autre catégorie que je viens de citer, qui sont au niveau de nos foyers, donc 2 foyers pour enfants assistés, un pour garçons et un pour filles, un centre de rééducation et un centre de sauvegarde de la jeunesse délinquante au niveau de la wilaya. Alors on va suivre d'abord le reportage réalisé par Saïd Bellounis et Akram Maïadi qui vous ont accompagné la semaine passée dans cette rentrée spécifique. Les images et puis vous allez nous donner plus de précisions que nous ne verrons pas dans ce reportage. متحصل على شهادة ليسانس علوم إسلامية 2007، والآن أنا كأستاذ في مادة التربية الإسلامية أقسام المتوسط. لما كنت تلميذ والآن كأستاذ هناك فرق كبير، يعني تطور كبير في داخل الوطن تاعنا الحمد لله، مع توفر يعني الكتب الخاصة بالفئة المكفوفين بخط براي، كذلك أجهزة تقنية التي ساعدت كثيرا هذه الشريحة من طابعة خاصة بفئة المعاقين بصريا، والجهاز حاسوب الذي صار يتوفر على برنامج الناطق، حتى يعني تكون استقلالية لفئة المكفوفين في البحوث. يعني كثير من المكفوفين صاروا الآن ينجزون بحوثهم سواء في الماستر أو في الدكتوراه أو في كل الشهادات العليا مستقلين يعني عن طريق الجهاز حاسوب الناطق. مليح. وش الأساتذة؟ مليح معنا ويبذلوا جهد كبير يعني بيوصلنا المعلومة. نتمنى لهم نجاح جميعا. ولاية سطيف تحصي 4 مؤسسات متخصصة بالنسبة للمعاقين ذهنيا، ومؤسستين في التربية والتعليم المتخصص. العدد الإجمالي المتكفل به على مستوى هذه المؤسسات هو 1094 تلميذ، إضافة إلى 50 قسم خاص موزع عبر كل تراب الولاية، ويتكفل ب409 أطفال. إضافة إلى ذلك عندنا مؤسسات معتمدة من طرف القطاع تابعة للجمعيات تتكفل بما هو مجموعه 887 تلميذ، إضافة إلى مدرسة متخصصة خاصة تتكفل ب 22 تلميذ، وبالتالي ليصل العدد 909 على مستوى المؤسسات المعتمدة. الأطفال المتمدرسون على مستوى كل هذه المؤسسات يستفيدون على غرار زملائهم على مستوى قطاع التربية من المحفظة المدرسية، من الكتب المدرسية، ومن المنحة المدرسية. أصبح اليوم الطفل معاق سمعيا يتمتع
كل ما يصبو إليه أي طفل معاق سمعيا في العالم، بحيث تحسن التجهيز لديه. بعدما كان عندنا التجهيز في بداية الأمر كان تجهيز المعاينات السمعية الأنالوجيك، يعني اللي أصبح اليوم معاينات سمعية رقمية. Voilà donc nos amis qui vous ont accompagné dans cette rentrée. Et puis ce qu'on a vu, c'est d'abord un encadrement qui est quand même assez compétent, puisque les élèves ont tous relevé leur façon, leur pédagogie, et surtout les moyens pédagogiques qui sont mis à la disposition, on l'a vu. Oui. Ça, c'est important. C'est très important. Justement, l'un des objectifs du secteur de la solidarité, c'est d'arriver à une performance et une qualité de prise en charge quand même qualitative. Et cela, il y a eu un développement au cours des années. Si l'on parlait de l'impression braille, par exemple, à l'époque, on faisait l'impression au niveau central, au niveau du ministère. Maintenant, pour les jeunes, pour les non-voyants, maintenant, chaque établissement dispose d'une imprimante braille. Donc, pour faire les sujets, pour leur préparer les supports pédagogiques nécessaires. À l'époque, il n'y avait pas de financement pour des équipements assez développés. Maintenant, enfin, moi je parle d'une évolution. Il y avait un effort voilà, et puis il faut là, dire qu'il y a une évolution. Oui, il y a une évolution. Très bonne évolution. Oui, il y a une réflexion au fil des années pour arriver à une indépendance totale de l'établissement et de l'enfant. Aujourd'hui, nous disposons même de crédits financiers à partir du ministère et sur budget de Wilaya pour acquérir des équipements au profit de l'enfant lui-même. Parmi ces équipements, donc le micro, la calculatrice parlante, la tablette qui est un document, qui est un outil basique. Et à partir de là, on revient à d'autres outils beaucoup plus développés, numérisés. C'est ce qui est important. Pour les sourds, par exemple, maintenant, chaque enfant a sa prothèse. Et on est passé au système FM. C'est purement numérique. Donc maintenant, l'enseignant, parce que nous avons le malentendant et nous avons le sourd en totalité. Donc l'enseignant utilise le système FM pour communiquer avec l'enfant. Pourquoi? Parce que ces deux catégories, les non-voyants et les sourds, suivent le cursus scolaire ordinaire et le programme du secteur de l'éducation nationale. Oui, donc, ce n'est pas un programme spécifique. Ce n'est pas un programme spécifique. Voilà, c'est le même programme que les autres enfants. Oui. Il est adapté à leurs besoins. Effectivement, donc il est adapté à travers les moyens pédagogiques assez développés. On a vu l'enseignante qui avait bien dit que maintenant l'enfant sourd, au même titre que le non-voyant, dispose de moyens internationaux. Donc utilise un enfant handicapé qu'il soit au Pérou, qu'il soit en Amérique latine, en Europe. Moyens, nous disposons des mêmes moyens. Et pour le mental aussi, il y a un travail, et notamment les autistes, parce qu'aussi nous avons des classes spéciales que nous ne risquons pas d'oublier. Donc les classes spéciales, nous avons 50 classes spéciales qui prennent en charge 409 enfants, c'est quand même important, répartis sur 21 communes. Les classes spéciales, c'est l'intégration, disons, médiane. Donc il fait le programme de l'éducation nationale, mais très adapté par rapport aux autres catégories, adapté à travers la façon, le programme, l'enseignement lui-même, et à travers la formation des cadres qui prennent en charge ces enfants. Donc dans ces classes spéciales, nous avons les autistes, nous avons les trisomiques et nous avons le retard mental léger. Ce qui est très important parce qu'ils ont été introduits. Nous sommes à la première année moyenne comme expérience pour l'handicap mental léger. C'est important. C'est-à-dire que vous êtes entré dans la phase de le moyen, comme on dit. C'était au stade primaire seulement. C'était au stade primaire. Pour le mental et l'autiste. L'autiste, nous avons des catégories qui sont passées jusqu'à la 4e année. Donc nous avons des enfants qui ont eu leur BEM, qui ont eu leur bac, qui sont maintenant à l'université grâce aux moyens développés et qui se développeront
au fur et à mesure avec les développements mondiaux. L'enseignant qui est spécialisé pour les non-voyants disait que Oui. entre son statut d'élève et d'étudiant et le matériel a grandement évolué et les moyens aussi. Et il y a une excellente chose, nous sommes à un taux d'intégration des personnes en situation de handicap dans notre secteur. Nous avons atteint un nombre assez important. Nous avons beaucoup d'enseignants non-voyants au niveau de l'école de jeunes aveugles et nous avons aussi d'autres catégories d'handicap qui sont au niveau de nos établissements en tant qu'encadreurs. Il faut dire aussi que les associations vous aident grandement dans votre mission parce que vous êtes là pour les soutenir, mais aussi ils accompagnent les élèves. Ça, c'est important. C'est important. Donc la société civile, déjà, l'État a prévu beaucoup plus que ça. Maintenant, nous avons des textes qui permettent à la société civile de s'organiser en établissements spécialisés. D'ailleurs, à la wilaya de Sétif, nous avons 3 établissements privés, un qui appartient à 2 associations dans le domaine du mental et nous avons un établissement privé. Donc, en tout, ils prennent près de 1000 enfants. Ils prennent en charge près de 1000 enfants. Donc, eux aussi sont soumis au programme du secteur de la solidarité. Et ils sont accompagnés. Nos inspecteurs leur rendent visite pour les accompagner au même titre que nos établissements. Les supports pédagogiques aussi, ils en profitent, sont fournis. Et ça donne quand même d'excellents résultats. Et ça soulage les parents et ça soulage aussi le secteur. Ça soulage le secteur. Donc, quand il y a une prise en charge, par exemple, nous avons une association Abni Wertilen qui fait un excellent travail. Nous avons une association qui a un établissement Abni Wertilen. Il y a Asaf El Jannah aussi qui a également des annexes. Mais ils font un excellent travail au même titre que nos établissements. Cela ne vous fait pas oublier aussi l'action sociale pour les démunis, puisque la rentrée scolaire, il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas. Cette année, c'est vrai que chaque année, il y a une aide pour les fournitures scolaires pour les gens qui sont en... Oui, effectivement. Donc, cette année, le ministère de la Solidarité a réservé 12 millions de dinars au profit de la wilaya de Sétif. Concernant nous avons bénéficié de 63 millions de dinars, c'est-à-dire 6 milliards 300 millions centimes au profit du secteur de la solidarité wilaya de Sétif pour les différentes aides, pour les différentes catégories. Donc, commençons par le trousseau scolaire. Donc, nous avions un montant sur les 63 millions, un montant de 12 millions. Donc, on a acquis 4 500 cartables que nous avons déjà distribués au mois de juillet. Ils ont été distribués aux APC. Oui. Les instructions. Madame la ministre... Les APC vous aident dans la distribution parce qu'eux, ils ont une cartographie sous l'égide de Monsieur le Wali. Et bien sûr, sur instruction de Madame la ministre, le cartable, il est distribué sous couvert des chefs de Daïra au PAPC. Donc la répartition se fait au prorata de la population qui est au besoin de cet outil. Et donc les instructions s'enferment. Le mois de juillet, le mois d'août, ils sont au niveau des PAPC. Au jour de la rentrée, les listes sont déjà établies et ils sont déjà répartis aux enfants. Parce que l'enfant, il y a le jour de la rentrée, mais juste après, il a besoin de son cartable. Donc, le cartable scolaire en entier, avec tous ces articles. La bourse aussi, il y a une bourse. Voilà. Pour les autres catégories, sur les mêmes crédits, donc nous avons l'acquisition de l'appareillage pour handicapés. Donc nous achetons la voiturette qui est très demandée maintenant. Elle est beaucoup plus demandée que le fauteuil maintenant, le fauteuil roulant simple ou le fauteuil roulant électrique. Donc nous achetons la voiturette, nous achetons le fauteuil roulant électrique, notamment pour les enfants qui sont scolarisés, pour les aider à avoir plus d'indépendance. Le fauteuil simple, le fauteuil pour IMC. Nous avons également les aides au profit des personnes âgées, l'aide à domicile. Il y a des charges au niveau de quand il y a une prise en charge par une famille,
parfois qui est en situation précaire. Donc, il prend en charge la personne âgée, nous l'aidons à travers certains articles. Nous avons les couches pour les problèmes médicaux, paramédicaux, les couches, les multipositions, le fauteuil aussi. Et il y a plein de choses. Donc, il y a même la literie, la literie, les matelas orthopédiques et tout ça. Donc, nous avons également l'achat des équipements au profit des non-voyants. Donc, que ce soit nos enfants au niveau de nos établissements ou les enfants qui sont intégrés au niveau du secteur de l'éducation, nous allons jusqu'à l'enseignement supérieur. Nos enfants qui ont le bac et qui passent à l'université, nous les aidons avec des dictaphones, les moyens qui leur permettent de mémoriser les cours pour pouvoir, parce que le non-voyant, il ne peut pas écrire, il ne peut pas prendre de notes, mais il peut enregistrer voilà, le cours. Il peut enregistrer. La même chose pour les sourds, donc l'achat des prothèses auditives, le système FM. Quand même, il y a un apport très conséquent. Il y a un effort considérable, il faut le reconnaître, même si tout n'est pas parfait, mais il y a un effort considérable qui est là. Nous sommes toujours tenus de s'améliorer, de se perfectionner pour mieux répondre aux attentes, et les attentes aussi évoluent. Donc nous sommes obligés d'être à la page avec les attentes du citoyen. Bien sûr, et surtout que les besoins ne s'arrêtent pas. Ne s'arrêtent jamais. Voilà, parce que maintenant, c'est vrai que vous avez la rentrée scolaire, la rentrée sociale, après il va y avoir l'hiver, les SDF, voilà, vous avez un autre programme qui est, si vous voulez toucher un petit mot sur votre programme. Surtout l'hiver, je sais que c'est très spécifique. C'est très spécifique. Évidemment, donc passons de la rentrée scolaire, nous passons directement vers la prise en charge des personnes sans domicile fixe. Aussi, c'est une opération qui se fait régulièrement. Donc nous avons des brigades, elle est composée du DAS, de la santé, de la protection civile, des services de sécurité, une commission qui fait la tournée des ruelles chaque soir. Donc nous avons un espace très adéquat pour les recevoir. Un centre d'accueil. Un centre d'accueil. Actuellement, c'est sur Dar Rahma Al-Alma. Nous les prenons en charge. Après, nous faisons l'intégration selon le besoin et l'envie de... Oui, parce que ce n'est pas aussi évident, hein, attention. Parce que des fois, l'envie n'y est pas. Parfois, l'équipe peut s'arrêter avec un seul individu pendant près d'une heure pour pouvoir le convaincre, rien que pour aller dans l'établissement, pour ne pas rester dans la rue. Et parfois, la température est à 0 degré et les risques, les personnes risquent de décéder. Vous êtes en hauteur, il fait froid. C'est très difficile de convaincre les gens pour partir. Il y a une catégorie de toute façon, mais il y a une autre catégorie qui passe la période de l'hiver avec nous, donc chaque soir ils rentrent avec nous, demain ils sortent, etc. Et il y a une catégorie qui a besoin d'intégration au sein de l'établissement, donc nous les prenons en charge définitivement, donc ils passent comme pensionnaires. Et il y a une autre catégorie que nous arrivons à intégrer en milieu familial. Nous faisons les contacts, donc nous avons le réseau du secteur de la solidarité avec nos collègues d'AS dans les wilayas. Nous faisons nos contacts et nous réintégrons, que ce soit au niveau de la wilaya de Sétif ou en dehors de la wilaya. Donc nous aurons aussi l'opération de Ramadan. Je crois qu'on est un peu loin du mois de Ramadan, mais on aura le temps d'y revenir, Inch'Allah, mais parce que l'hiver est aux portes, c'est pour ça que j'avais abordé voilà. On arrive un peu à la fin, hein, Madame Gouass, si vous avez un mot à dire avant de nous quitter, surtout avant de rentrer à Sétif. Je sais que vous avez beaucoup de travail et merci d'abord d'avoir fait le déplacement jusqu'à Constantine pour nous parler de votre secteur. Je vous remercie. Nous considérons que la télévision et la radio est un moyen de communication, est un point d'intersection. Vous savez, madame, nous sommes un service public. Oui. Nous sommes là pour justement pour mieux vulgariser, pour mieux expliquer aux gens. Donc, moi, je dirais un mot au profit de l'encadrement du secteur, qui fait un effort considérable, passant de l'handicap mental jusqu'à la personne âgée, jusqu'à la personne en situation de handicap, et les chefs d'établissement à la tête. Donc je les encourage toujours à continuer. Je remercie également la société civile qui fait de gros efforts au niveau de la wilaya de Sétif, qui aide énormément. Et je souhaite à nos enfants une bonne rentrée à tous les niveaux. Et je souhaiterais revenir sur ce plateau en fin d'année pour vous donner les résultats excellents de nos enfants au BEM et au bac. Inch'Allah, alors rendez-vous est déjà pris. Inch'Allah, on se retrouvera au mois de juin, au début juillet, pour les résultats, Inch'Allah. Et je sais que
Ils sont toujours à 100%, Inch'Allah. 90%, 100% en Alhamdulillah. termes de C'est grâce à un résultats. encadrement, à l'aide Oui. que vous fournissez, mais aussi aux associations. Ce qui est bien, c'est qu'il y a une prise en charge et une prise de conscience de toute À tous les une niveaux. population, Oui. pas seulement d'une seule personne, mais c'est tout le monde qui est là et pour soutenir ces personnes. Très bien. Madame Goueh, merci d'avoir fait le déplacement. Je rappelle que C'est vous moi qui êtes vous remercie. directrice de l'action sociale dans la wilaya de Sétif, en espérant vous retrouver, vous revoir au mois de juin, Inch'Allah, pour les résultats. D'ici là, Inch'Allah. passez un bon hiver et je vous souhaite beaucoup de bonnes choses, bon courage. Et Merci. puis, on va transiter, on va aller vers... allez, on va un peu parler de culture, parce que la culture, c'est important, ça fait partie de nous. Le salon du livre de Constantine, qui a fermé ses portes samedi, après une semaine de visite, ils étaient... je ne sais pas, hein, on n'a pas fait le bilan, mais il y avait beaucoup de monde et le livre, malgré toute la concurrence des supports modernes, de la technologie, des smartphones, le livre reste le livre. Il y a toujours une affinité à toucher le papier, à sentir l'encre de l'impression et à lire un livre, ça c'est important. Alors je vous propose d'abord de regarder et de suivre ensemble un portrait et des avis de personnes qui étaient là pour la vente dédicace d'un livre de Kulthum Dfous, qui est poétesse et qui écrit et qui est très productive. Et pendant ce salon, elle était là et elle a reçu notamment une visite de son ancien professeur et on l'a rencontré. Juste le temps d'accueillir Kulthum Dfous pour nous parler de ce salon. Je viens vous présenter un recueil de poésie, Voix de femmes, qui a déjà été édité en 2017. La maison d'édition ANEP a insisté pour qu'on le mette encore à jour parce que c'est un recueil de poésie qui fait parler les femmes algériennes. C'est déjà à partir de titres, Voix de femmes. La sève de la société, c'est ce que raconte la femme, c'est ce que chante la femme, c'est ce que écrit la femme de nos jours, parce que nous, on a eu la chance d'aller à l'école et de savoir lire et écrire. Donc c'est un hommage rendu à toutes les femmes algériennes. Ce genre de salon vient ranimer la scène culturelle à Constantine et on a tellement besoin de ce genre d'événement parce qu'il nous permet quand même de se rencontrer entre poètes, entre écrivains, entre artistes. Il permet aussi aux artistes de rencontrer le public, de rencontrer ses lecteurs et c'est vraiment un grand plaisir et un bonheur que vous offrez ou que le salon de Constantine offre à ses artistes et à ses écrivains. Et je ne dis pas Constantine seulement, c'est un salon national qui a réuni, je l'ai vu, des maisons d'édition venues du pays entier. C'était une bonne élève studieuse, toujours appliquée, comme on dit, dans le jargon scolaire. C'était vraiment une petite perle. Elle avait les qualités pour l'être, pour être une poétesse, puisqu'elle aimait. Et à chaque fois, je l'encourage. Et c'est une fierté pour nous. Toujours rester attaché à sa famille, à son petit patelin. Elle n'a jamais renié ses origines et c'est pour cela on l'admire. Quand j'ai vu la publicité, قلت لازم نروح نشوف بنتنا à Constantine. Donc j'ai appelé son instituteur وقلت له هيا نروح وانا جو سوي لا كلاس نتاع حما بابري. Donc j'ai fait le lycée بكري هنايا, donc on était en 64 ici à Constantine. J'ai appelé mon ami qui était son instituteur وقررنا نجيو pour c'est notre ambassadrice. Nous sommes dans l'Algérie profonde في القلم et encore moins. ليش في القلم فيل ولا فعنوش عليه وين في الدوار un peu plus bas. الدوار نتاع لا فامي نتاعها. La famille نتاعها là-bas, il y a eu 13 شهيد à l'époque. La famille de Fous, c'est une famille de شهداء. Elle habite juste à côté où il y a eu le napalm et les bombardements نتاع 13 ou 14 martyrs. Nous sommes fiers, c'est tout, l'honneur est pour nous parce que c'est notre fille. Elle représente notre région. صدفة جيت اليوم النهار الأخير لمعرض الكتاب وقلنا نشوفوا واش فيه وإذا بي أفاجئ
بوجود أختي كلثوم دفوس مع مجموعة من الكتب والروايات والأشعار، وهدتني هذا الكتاب فوا دو فام، صوت النساء. وقالت لي تقراها المدام تاعك قبلك، ما تقراش نتايا. قلت لها والله ما نقراه وما نشوفه حتى نعطيه لها هي واش تقول، دير لي ملخص عليه. نشكرها بزاف على هذا، دائما حاضره في نشاطات في المعارض وفي النشاطات الثقافيه هنا وفي الخارج. Voilà donc, c'était lors de la clôture du Salon national du livre de Constantine à la Maison de Culture Melk Haddad. Et c'est toujours un événement, un salon du livre, c'est toujours un événement. Bonjour Madame Keltoum de Fous, marhaba bik. Bonjour Monsieur Belkaidia, merci d'abord pour l'invitation. Vous savez, c'est toujours un plaisir de vous recevoir sur le plateau, parce que pour nous parler toujours de cette poésie féminine qui est là, qui est présente dans toutes vos productions, on va dire littéraires. Comme vous voyez, je suis vraiment émue d'abord de voir mes instituteurs qui étaient là présents à ma vente dédicace lors du salon du livre de Constantine, cet événement qui a quand même animé la ville des Pans. Et puis il y a eu beaucoup d'éditeurs, beaucoup de maisons d'édition de toute l'Algérie qui étaient là et qui nous ont permis de nous rencontrer, de contacter les auteurs entre écrivains, lecteurs. Puis il y a eu beaucoup d'activités pour enfants, des débats, des récitals poétiques. Donc je tiens à remercier surtout les gens, les éditeurs, les libraires, ces soldats de la fabrique du livre, malgré toutes les difficultés financières et économiques. C'est vrai que le livre tient bon malgré toute cette concurrence. Il y a une grande concurrence, il faut le dire. Le smartphone est devenu l'ennemi du livre. Oui, très bien. Justement, ces gens sont toujours là, debout, et ils ont toujours cette furie de propager la culture à travers le livre. Même si on assiste avec tristesse la fermeture de quelques libraires et ce champ de culturel qui rétrécit comme une peau de chagrin, mais malgré ça, ces gens sont toujours là et ils éditent aux écrivains, aux poètes. Et je remercie aussi de passage Beit Shi'r al-Jazairi qui a ouvert un stand pour tous les poètes et les écrivains de la région de Constantine, bureau de Constantine. Et c'est là où j'ai fait la vente dédicace de mon ouvrage Journal d'une fille de trop. Voilà, donc vous avez profité de deux, un livre qui revient de Voix de femme et le dernier, Journal du... Voilà, ces deux, c'est une activité quand même très importante. Oui, j'ai assisté, j'ai fait une vente dédicace les premiers jours, c'est-à-dire c'était un dimanche, le 22, donc مكتب بيت الشعر الجزائري مكتب قسنطينة. J'ai fait la vente dédicace de mon recueil de poésie Journal d'une fille de trop. Et je m'arrête là pour remercier encore mon cher éditeur Saïd Hannachi qui continue quand même à éditer la poésie malgré toutes les difficultés que je viens de dire financières de l'édition. Et puis ma deuxième maison d'édition qui est vraiment ma première maison en réalité, c'est l'origine, la source. Oui, c'est ANEP et le livre il est ancien, c'est un recueil de poésie qui a été écrit à 4 mains. Mais la poésie ne prend pas d'âge. En 2017. Les poèmes ne vieillissent pas, au contraire. Donc il a été édité Voix de femme en 2017 et l'ANEP a insisté pour que je fasse encore une vente dédicace parce qu'il porte la voix des femmes, la voix de nos femmes. Et surtout, quand je vois que la femme est toujours présente dans vos poèmes, vos productions littéraires, ça c'est important. Oui, parce que les femmes à moi, mes femmes à moi, sont différentes des autres femmes. Je ne sais pas si vous me permettez, je vais vous lire un hommage à toutes les femmes, nos mamans, nos grands-mamans. Bien sûr, mais laissez-le d'abord. Laissez-le de côté, mais bien sûr, je vais vous laisser lire. C'est un hommage que je rends à ces femmes-là. Bon, sinon, allez, avec nos amis du sein, je vous laisse le dire, parce que si c'est pas trop long... C'est pas trop long, c'est pas trop long. Très bien, pour rendre hommage, parce que, voilà, je vous laisse lire, c'est mieux, parce qu'il y a l'émotion du moment, il vaut mieux laisser... voilà. Oui. Parce que là, ce sont des fragments de femmes, des fragments de mon enfance. Et quand j'ai vu mes instituteurs, c'est aussi un hommage rendu à toutes les femmes de mon patelin et à toutes les femmes de martyrs. Voilà.
Donc, mes femmes à moi, parce que je voulais vous parler de mes femmes à moi dès le départ, pour que vous sachiez quand même de quel genre de femmes je parle dans ma poésie. Mes femmes à moi, alors quand j'étais dans mon petit village, je dessinais des femmes tatouées au front. Je veux dire, des femmes de martyrs au regard errant. Leur regard perçant raconte leur histoire, notre histoire, à travers leurs chants. Leur voix et l'écho des montagnes se cognent contre les murs de pierre sèche. Leur chant, une polyphonie qui traverse et qui transcende. Des chants langoureux que vous ne rencontrez nulle part dans le monde. Ces femmes ont un œil fermé et un œil ouvert sur tout. La taille soulignée, serrée par une ceinture en laine, et des pompons multicolores y dansent au moindre geste, au rythme de leurs pas. Des nuages de poussière cachent leurs rêves anciens, leurs silhouettes sur les sentiers de terre battue en va-et-vient. Elles se promènent à travers les dédales des ruelles étroites. Habillées de robes en fleurs, leurs têtes couvertes de foulards aux couleurs chaudes et chatoyantes, elles marchent. Elles marchent fières, elles marchent ces guerrières, les femmes de martyrs. Elles ont longtemps marché, le destin au front et la marmaille au dos. Leurs ceintures, quand elles disparaîtront, leurs foulards seront suspendus à leurs figuiers dans leur jardin. Au fond de leur jardin abandonné, il y a quelques jarres de leur poterie, leurs ceintures au fond de nos tiroirs et quelques robes à fleurs séchées dans nos armoires. Moi, je les aurais côtoyées, je les ai aimées. Leurs mots me bercent encore. J'écris et je dessine. Leur parfum à l'huile de cade, à la lumière de leur lampe à pétrole. Pourtant, ces femmes à la ceinture de laine, ces femmes tatouées au front tatoué, ne me liront jamais. Pourtant, elles continuent à nous regarder d'un œil fermé et d'un œil ouvert. Quelques fonds de bouteilles en plastique sur leur tombe, des abreuvoirs pour des oiseaux migrateurs. Merci beaucoup. Il y a de l'émotion. C'est un hommage aux femmes, voilà, toutes les femmes algériennes et ces femmes qui se sont battues contre le colonialisme pour que moi, qui suis allée à l'école, et je viens maintenant leur rendre hommage. C'est vrai qu'il y a, on revient en arrière un peu. Parce qu'on est en pleine guerre et c'est pas toutes les filles qui allaient à l'école. Voilà. Et puis on est en guerre et Gaza et Palestine et le Liban, on ne peut pas ne pas penser à ces gens-là qui sont en guerre. Ça rappelle un peu, c'est un peu la même situation. Le oui, colon, la barbarie du colon. Et on la sent même dans les écrits. Oui, ces enfants, c'est justement des guerres, ces enfants qui souffrent, ces enfants qui sont délogés, on ne peut pas être indifférent. C'est des gens qui sont à la frontière du monde et le monde le regarde avec indifférence. Et c'est ça ce qui me rend triste, ce qui nous rend tous tristes devant cette situation mondiale qui nous déchire les cœurs. C'est vrai et vous savez bien qu'un poète ne peut pas vivre, ne pas vivre. Sensible, la sensibilité du poète est là. Et d'ailleurs, elle s'exprime. Oui. Alors, Keltoum de Fous, un salon du livre, c'est toujours, bien sûr, un espace d'expression et c'est toujours, il y a une liberté de temps parce que c'est comme si les artistes se rencontraient. D'abord, le lecteur et l'écrivain, l'auteur et le lecteur. Il y a une rencontre, comme on l'a vu, qui est un peu spécifique. Monsieur Belkadia, je tiens surtout à remercier votre chaîne Canal Algérie parce que c'est sans mentir, moi c'est ma première chaîne qui a ouvert ses portes à mes premiers pas d'édition et vous étiez là présent avec nous et vous avez remarqué le monde et l'affluence des gens qui sont venus pour que je leur signe mes recueils de poésie. J'ai vu aussi des poètes, j'ai vu des écrivains. Ces salons de livres sont des lumières qui viennent illuminer les villes, qui viennent illuminer les cités, mais dommage, moi j'aurais aimé que les organisateurs, que je remercie de passage, qu'ils fassent encore plus d'efforts pour faire entendre, pour faire parler de ces événements, pour que les gens viennent encore plus nombreux.
Ben oui, vous savez, c'est peut-être que malgré que la tenue, hein, la date, c'était propice parce que c'était la rentrée scolaire, sociale, tout le monde était là pour justement, c'est bien. Oui. Mais on aurait aimé avoir beaucoup plus de monde. Il n'y a jamais assez de monde. Il n'y a jamais assez de monde. Et puis, c'était avec la rentrée. Et on profite aussi pour dire bonne rentrée à ces gens-là qui exercent le plus beau métier du monde, les enseignants, la rentrée, les élèves. Donc, une bonne rentrée à tous, une bonne rentrée à notre école algérienne qui essaye de former les esprits en faisant découvrir aux petits-enfants les grandes œuvres, la littérature, la poésie. C'est tellement riche dans notre culture et l'école est toujours là normalement pour justement faire connaître notre culture et notre patrimoine. Alors le Salon du Livre, là je vais juste vous proposer, quelques de Fous, de suivre quelques avis de personnes que nous avons rencontrées dans ce Salon du Livre qui a quand même eu un grand succès. Et je vous laisse un peu, parce que surtout on a remarqué quelques livres, surtout les grandes œuvres littéraires en braille, et ça c'est un programme du ministère de la Culture. Ça c'était quelque chose de bien. C'est dans la continuité de ce qu'on parlait avec la directrice de l'action sociale, c'est qu'il y a un effort pour disperser cette culture. Pour la propagation de notre culture et surtout la culture du livre. Très bien. Allez, un petit détour parmi les dédales du Salon du Livre. المكتبة الوطنية تشارك ب60 عنوان في هذا المعرض بمواضيع مختلفة، منها الأساسيات وهي البيبليوغرافيات الوطنية، لا بيبليوغرافي ناسيونال، وهي تقوم بجمع الإنتاج الفكري الوطني الذي ينشر في السنة، تنشر بعددين في كل سنة. فيها كذلك بيبليوغرافيات متخصصة في عدة مجالات، والأهم من ذلك أن فيه كتاب نقول عليه من الكتب الفاخرة، وهو يضم مجموعة قيمة من وثرية وفريدة من نوعها من مخطوطات المكتبة الوطنية الجزائرية التي تحتفظ بها في خزانتها. الكتب المخصصة للمكفوفين هي تدخل في إطار برنامج وزارة الثقافة التي دعمت هذه المشاريع لهذه الفئة، وتخص 16 عنوانا في هذا الموضوع. اهتمت بأدباء جزائريين. نجد أن الموضوعات الأدبية غير متوفرة على الساحة الوطنية، وهذا تدعيم للقراءة والمقروئية. افتتح في مدينة قسنطينة الصالون الوطني للكتاب بمشاركة مجموعة كبيرة من العارضين. طبعا هذه السنة كان توقيته مناسبا لأنه كان في بداية السنة الجامعية وفي بداية السنة المدرسية. طبعا كتب متنوعة وفي كل التخصصات وحضور مكثف من طرف الجمهور الواسع. مشاركة المجلس الأعلى للغة العربية تمت بكل المطبوعات التي أنجزها المجلس وبحضور أعضائه. تمنيات التوفيق والنجاح للعارضين. Voilà, déjà, on a un peu la nostalgie du salon qui est parti, parce qu'il faudra attendre donc le prochain. Mais quand vous revoyez ces images,
Il y a eu quand même un bon succès, il y a eu beaucoup de monde, même si vous auriez voulu qu'il y ait beaucoup plus de monde. Oui, déjà, il figure parmi mes plus beaux souvenirs quand même, parce que ça m'a permis de rencontrer mon lectorat, que je remercie, mes amis qui apprécient mes dessins et ma poésie, que ce soit des amis virtuels ou des amis pour de vrai qui sont venus, que je leur fasse les dédicaces de mes recueils de poésie. Mais surtout les gens du Patelin. Oui. Ça, j'ai senti beaucoup d'émotions quand ils sont venus. J'étais très émue de rencontrer mon instituteur, vous venez de le voir, et j'étais contente que vous l'interviewiez et qu'il était... C'était un moment d'expression à voler, à capter. C'est ça, voilà. Alors, Kulthum de Fous, pour un poète, rencontrer ses lecteurs lors d'un salon du livre et dans la ville de Constantine. Donc c'est un peu spécifique, c'est pas tout à fait courant. Moi j'ai senti quelque chose, une ambiance un peu particulière. Une ambiance comme Constantine est vraiment la spécialiste justement de ces événements. D'ailleurs, الشعار تاع قسنطينة هي بوابة الحضارة. Et qu'est-ce que fait une petite paysanne si c'était pas grâce au lycée de Constantine dans lequel j'ai puisé toute la culture et j'en suis fière. Pour moi, Constantine, c'est la sultane. C'est vrai, on dit toujours que c'est la ville du savoir et des savants, mais moi je dis aussi c'est la ville des poètes, des artistes. Et Malik Haddad, et puis surtout qu'on était là-bas. Donc c'est un hommage qui est rendu par la ville à ses poètes. Oui, et surtout que Malik Haddad était quand même... oui, c'est une fierté pour Constantine. Et je pense qu'accueillir le salon du livre au palais de à la maison de culture Malik Haddad... Maison de la culture, oui. Et puis il y a eu une activité, il y avait une pièce de théâtre dans laquelle c'était émouvant, dans laquelle on a rendu hommage à toutes les plumes de Constantine, en commençant par Yugurta, Malik Haddad, c'était magnifique, Rida Houhou, c'était magnifique. C'était bien. C'est Ben Nabi, donc vous voyez que Constantine, c'est la ville des écrivains, des poètes et des philosophes. C'est vrai qu'en marge de la présentation et du livre et des ventes dédicaces, il y avait aussi des ateliers de peinture, d'art. Tout à fait. Il y avait du théâtre, il y a eu 2 pièces de théâtre, une pour enfants et une pour adultes. C'est bien qu'il y ait autant d'événements autour d'un événement littéraire. Voilà. Donc c'est une invitation à tous les âges, à toutes les personnes qui s'intéressent à tous les arts. Ouais. Voilà. Alors, Voix de femmes, vous avez ravivé un recueil qui date de 2017. Puis, moi, je vous laisse choisir soit... Comme on est dans... je choisis entre les recueils, donc toute ma poésie est centrée sur la paix, sur la femme, sur notre culture, sur notre patrimoine. Je commencerai surtout par un poème tiré justement de ce recueil de poésie Voix de femme, édité par ANEP. Et donc, ça parle de la guerre, de la paix, tout ça. Et c'est une invitation à une méditation sur ce que vivent nos frères en Palestine, à Gaza et au Liban. Aux frontières de l'humanité, donc c'est le titre du poème. Ô peuple du monde derrière les barreaux, de vos prisons derrière les portes de fer, cloués au sol, traînant, boulets et fardeaux, à genoux, pourchassés par l'exil et la guerre, délogés, exclus, éloignés de vos terres, fuyant la mort, âme lacérée et en lambeaux, dans un quotidien, une descente aux enfers, à la lâcheté humaine, vous êtes son troupeau et son drapeau. Ô peuple du monde, tout de feu et de flamme est votre univers, corps déchiqueté, la douleur à fleur de peau, pays martyrisé, ciel en folie, tout est poussière, en deuil, en colère, et cette indifférence de trop, l'espoir sur le chemin de l'exil aux frontières, creusa. Il creusa un fossé à la paix et il en fit un tombeau. C'est très beau, voilà. Et très, très émouvant. Oui. Alors, Kulthum de Fous, on connaît la poétesse, peu de gens connaissent l'artiste peintre. Oui. Puisque vous vous êtes exprimé sur des tableaux, mais alors avec des couleurs, je ne sais pas. D'abord, avant de parler comment est venue la peinture
J'ai jugé que les mots avec lesquels je parlais de ma réalité, de mon petit hameau, de mon histoire, de mes femmes, j'ai trouvé que les mots ne suffisaient pas pour exprimer ce que j'ai sur le cœur. Alors j'ai pris les couleurs et j'ai essayé de peindre toujours ces femmes, avec leur front tatoué et leurs yeux, un œil ouvert et un œil fermé. Alors je promets à tous ceux qui apprécient ce que je peins, pour l'occasion du 17 octobre, je serai à la bibliothèque publique de Bab el-Qantara, donc je ferai une exposition de mes œuvres. à la bibliothèque Moustapha Nattour, parce que j'ai déjà fait des expositions à Angar, à Garden City à Alger, j'ai fait à Men'a Art à Betna. Oui, Men'a, oui, très je remercie belle aussi région. l'organisatrice Souhaïla Gerfa. Et puis j'ai envie de faire connaître au public constantinois mes femmes à moi, qui sont un œil fermé et un œil ouvert. Alors vous avez insisté dans vos tableaux sur les tatouages des femmes qui sont une expression. Monsieur Belkaidia, un artiste en général, il ne fait sortir que des fragments de lui et de son enfance. Et moi j'ai grandi parmi les femmes et ces femmes avaient toutes un front tatoué. Et donc, même si on a beau être délogé de notre milieu, c'est-à-dire que l'école, tout en nous apprenant les grandes œuvres, la littérature, la philosophie, elle nous éloigne, elle nous arrache un petit peu du milieu dans lequel on a grandi et on a gardé des souvenirs. Donc, avec l'âge, tout être humain a un enfant au fond de lui. Et l'enfant et la petite fille que j'ai en moi a voulu retourner à ces femmes au front tatoué et leur rendre hommage. Donc j'ai essayé de choisir le jaune, le rouge, toutes les couleurs flamboyantes, parce que c'est ça l'Algérienne des montagnes. L'Algérienne rurale, c'est l'Algérienne qui porte des couleurs vivantes, des couleurs qui tapent à l'œil. C'est une façon d'exprimer sa joie, d'exprimer la nature et la beauté dans la nature dans laquelle elle baigne tous les jours. Parce qu'elle est source de vie. C'est ça, elle est source de vie, elle est source de notre patrimoine, elle est tout, c'est le monde. Alors juste pour rappeler, parce que peut-être pour ceux qui ne vous connaissent pas ou qui ont oublié, il faut rappeler que vous faites partie d'une grande famille où il y a eu 13 martyrs lors d'un bombardement au napalm. C'était durant la guerre de Révolution. Je n'aime pas m'étaler beaucoup sur le passé parce que tout Algérien a une partie de sa blessure du colonialisme. Et c'est ces 26 martyrs qui ont été fusillés devant mes parents, devant les yeux de leurs enfants. Donc je viens d'un petit hameau qui a été martyrisé. Tous les hommes de ma famille ont été fusillés devant femmes, enfants, et j'ai grandi parmi les femmes. Je ne connais pas de khal, je ne connais pas de grand-père. J'ai grandi parmi les femmes et ces femmes m'ont marqué à vie. Et vous me voyez maintenant, après combien d'années. C'est pour ça que l'on voit Voix de femme, journal d'une petite fille. Le retour à l'enfance, le retour à mon milieu rural dans lequel j'ai grandi. Oui, et une influence même dans vos productions de la présence de femmes est importante. Oui, je le dis et je le chante tout le temps quand je vais dans des événements universels, par exemple la journée du manuscrit de francophone dans laquelle je suis membre du jury, je suis membre donc de la francophonie. Quand je dis francophonie, c'est 136 pays de l'Asie, du Québec, de la Suisse et tout. Et donc je reçois leur écrit et je les corrige et je vois que surtout en Afrique, on a une richesse poétique incroyable, des gens qui apprécient, des gens qui écrivent toujours de la poésie classique, des sonnets avec une rime et un rythme incroyable. Moi je revois des Baudelaire dans les écrits de l'Afrique. Même plus, parce que vous savez pourquoi? Parce qu'il y a de l'expression et en Afrique, il y a encore du rêve. C'est pour ça qu'il y a les écrits. Oui. On arrive à la fin de cette matinée en littérature et avec vous, Kulthum Defouz, merci beaucoup. C'est un dernier mot avant de nous quitter, peut-être représenter votre dernier livre. Donnez-le moi, je vais le montrer. Alors, mon dernier livre, c'est Journal d'une fille de trop. Mais mon projet, c'est pour bientôt pour le SILA. Je vais vous donner un secret, je vais avoir un autre recueil de la trilogie, toujours édité chez Média Plus, parce que c'est une trilogie éditée par Média Plus. J'ai déjà Le foulard rouge de ma colère,
Jeune fille. Journal d'une fille de trop. Et puis le dernier de la trilogie, c'est le temps de se réinventer. Et donc c'est le troisième de la trilogie qui sera sur le Sila, Inch'Allah. Celui-là, c'est au mois de novembre. Voilà, mois de novembre, Inch'Allah. Merci beaucoup, Je vous en prie. C'est à moi de vous remercier, de remercier tous les téléspectateurs de Canal Algérie. Et c'est Canal Algérie qui vous remercie d'avoir fait le déplacement et de nous avoir fait l'honneur d'être parmi nous ce matin. Sur le plateau du Bonjour d'Algérie à partir de la station régionale de Constantine. Je vous remercie de nous avoir suivis. Je remercie aussi toute l'équipe de la station régionale de Constantine et le réalisateur Nabil Yagoubi, tous pour les efforts pour vous permettre de passer un agréable moment. J'espère, moi j'ai passé un agréable moment en votre compagnie, en compagnie de mes invités. J'espère qu'il en est de même. C'était des moments merveilleux. Merci beaucoup. J'espère que je n'ai pas beaucoup parlé. C'est permis. Parce que les poètes, ils ont toujours raison. Hein. Tout comme les journalistes. Voilà. Allez, merci. Je vous retrouve, Inch'Allah, si Dieu le veut, mardi prochain pour un autre Bonjour d'Algérie.